Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le test du RF 35 mm 1.2.8. C'est une des optiques les plus abordables quand on veut s'équiper en monture RF. C'est une optique qui a la double particularité d'être lumineuse puisque vous avez une optique qui a une ouverture de 1.8 mais qui a aussi le sigle macro, même si c'est pas un vrai macro et qu'on parle ici plutôt d'un rapport de grossissement de 1 pour 2, donc de 0,5. Alors, une des particularités de cette optique, c'est aussi d'être une des optiques les plus compactes disponibles en monture Canon. Donc on a un 35 mm qui, comme vous pouvez le voir, tient vraiment dans la main, pèse pas très lourd, hein, puisqu'on est sur 305 grammes pour une taille de 74 x 62 mm. On a la possibilité de mettre des filtres d'un diamètre de 52. On est sur une optique qui est stabilisée, qui dispose de moteurs STM. C'est donc des moteurs autofocus qui, sans être mauvais, ne sont pas des moteurs autofocus nano très haut de gamme. Hein. Donc on est sur quelque chose de plus intermédiaire. On a un diaphragme à 9 lamelles et une ouverture maximale de 1.8. Tandis que l'ouverture minimale est de f22. On sait faire la mise au point avec cet objectif des 0,17 mètres. Donc c'est plutôt vraiment intéressant. Pour faire des gros plans, notamment d'objets, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Pour faire des gros plans, par exemple, d'insectes, il va falloir se rapprocher beaucoup trop près. On est vraiment sur plutôt de la nature morte et des objets lorsqu'on veut faire des gros plans avec cet objectif-là. C'est très bien, par exemple, pour les mariages, pour faire des gros plans, des alliances ou ce genre de choses-là. C'est un objectif qui marche bien. Parmi les choses que cet objectif ne fait pas et n'a pas, c'est la tropicalisation. Cet objectif-là n'est pas tropicalisé, hein, donc pas de joint d'étanchéité ici à l'arrière. Cet objectif-là n'a pas de pare-soleil à l'intérieur de la boîte. Hein. Clairement, Canon a décidé que sur sa gamme moyen de gamme, il n'y avait pas de pare-soleil inclus. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et il est activé avec les moteurs STM qui sont un peu bruyants. Donc on est sur une optique qui fait un peu de bruit. En termes de présentation physique, on a une bague de mise au point qui est électronique, hein, donc on sait faire le tour en entier avec l'objectif. Il n'y a pas de butée. On a devant une bague de contrôle de fonction sur laquelle on peut attribuer une fonction comme la vitesse, les ISO, l'ouverture, la correction d'exposition. Hein, on choisit à l'intérieur du menu. On a deux boutons sur cette optique-là, un bouton pour enclencher ou non la stabilisation, et donc évidemment ça va fonctionner à deux paires avec votre capteur stabilisé si vous avez un capteur stabilisé, et on a la possibilité ou non de se mettre en autofocus ou en mise au point manuelle. Parmi les choses à noter sur cet objectif, c'est que l'objectif s'allonge et se rétracte en fonction de la mise au point, et oui, on est sur un objectif macro, donc on va avoir plusieurs de groupes de mise au point autofocus, et clairement, ici sur cet objectif-là, vous n'avez pas la possibilité de limiter la plage autofocus pour l'empêcher justement d'hésiter et de passer sur les groupes autofocus qui font la mise au point le plus proche. Donc c'est quelque chose peut-être qui manque un peu sur cet objectif-là parce que vous n'avez pas vraiment la possibilité de le limiter. Allez, on enchaîne avec quelques photos exemples. J'ai surtout testé ce 35 mm 1.8 avec un Canon R5 et son capteur très exigeant haute résolution de 45 millions de pixels ainsi qu'un autofocus qui est très rapide. Hein. Donc évidemment, si vous avez un Canon R6 de 20 millions de pixels ou un Canon RP de 26 millions de pixels ou un Canon R de 30 millions de pixels, bah, vous aurez forcément des résultats qui sont encore meilleurs que ce que j'ai pu obtenir sur un Canon R5. Donc on est sur une optique qui est évidemment très bonne pour du portrait environnemental, hein, ça marche très bien. Donc vous voyez ici, on est tout de suite sur un joli piqué, ça marche très bien, et on est sur un bokeh qui est généralement plutôt bon sans être très doux. Hein. On est sur un bokeh qui est un tout petit peu agressif, on n'est pas sur le bokeh le plus doux de la planète. Donc voilà, c'est une optique qui est capable d'à peu près tout faire. Hein. Ici, moi, je l'ai utilisé pour des choses qui sont un peu larges, puisque 35 mm, on est sur une focale qui vous permet justement de jouer avec des plans un peu larges, et donc des scènes de paysage, des scènes de ville, des scènes de portrait, tout ça, c'est parfaitement possible avec ce genre de focale. Donc la manière dont est rendu les couleurs sur cet objectif-là est vraiment fidèle à ce que c'est produire Canon, et de manière générale, je suis content des résultats. Allez, on enchaîne avec une mire maison ici sur un volet, on va voir comment évolue le piqué en fonction de l'ouverture. À 1.8, on s'aperçoit que le piqué est plutôt bon sans être fabuleux. On n'est pas à un niveau excellent sur un Canon R5, on est sur quelque chose qui est parfaitement acceptable, mais qui n'est pas non plus dingue, et on voit que finalement, le simple fait de passer de f1.8 à f2, on a déjà un gain en termes de qualité au centre. Sur les côtés, c'est exactement la même chose. Hein. Il ne faut pas s'attendre à avoir une belle homogénéité à 1.8 et on va progresser à 1.8. Les côtés sont limite moyens. Je veux dire, sur un Canon R5, on n'est pas flou, mais on est vraiment moyen. Et dès f2, on s'améliore. Le piqué va évoluer favorablement au centre
de f2 à f2.8. Donc on peut voir que waouh, à f2.8, on a vraiment un gain, je trouve, de piqué qui est important, hein, même par rapport à f2 qui était déjà mieux que f1.8. Et c'est le cas aussi sur les côtés qui s'améliorent nettement. Pour moi, le piqué optimal de cet objectif est atteint aux environs de f2.8, f4. C'est là où on a la meilleure homogénéité entre le centre et les côtés. À partir de 5.6, on a un piqué qui diminue un peu au centre et qui diminue aussi sur les côtés. Et le piqué continue à diminuer de f8, f11, f16. Et lorsqu'on regarde l'image à f16, on a une image on voit que la diffraction est rentrée en jeu. Et on a même quelque chose qui est moins qualitatif encore que ce qu'on avait à 1.8. Donc c'est pas une optique qui est faite pour être utilisée à ces ouvertures minimales. En termes de bokeh sur les extrémités, on a des billes de bokeh qui sont en forme d'œil de chat. On peut voir qu'il y a vraiment qu'au centre qu'on a des billes de bokeh bien rondes, on n'a pas d'onion ring, on n'a pas non plus d'aberration chromatique autour du bokeh. Mais on peut voir que, waouh, dès qu'on se met sur le côté, on est vraiment en forme d'œil de chat. Et même si vous fermez à f2 ou à f2.8, vous gardez ces formes de chat, le bokeh ne devient pas plus circulaire. En termes d'autofocus, en photo, on est sur quelque chose qui est plutôt bon. Vous voyez ici, sur cette petite rafale-là, on est sur un résultat qui est plutôt sympa. Malgré tout, on est sur quelque chose qui n'est absolument pas parfait. On sent bien qu'on est sur un moteur STM dont on peut toucher les limites avec le Canon R5, alors qu'on ne touchait pas les limites avec un Canon EOS R ou Canon EOS RP. Et parfois, si le sujet va trop vite, on sent bien que le moteur n'est pas forcément capable d'aller aussi vite que l'appareil. Donc l'objectif va limiter un peu l'appareil, mais vous voyez quand même, hop, quand il s'approche de moi, vous voyez quand même, ça suit plutôt bien. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais autofocus, parce que c'est vraiment pas le cas, mais ce n'est pas non plus un autofocus qui est 100% capable de suivre les 12 images par seconde qu'est capable de produire un R6 ou un R5. Vous voyez ici, il est un tout petit peu en retard. Et j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire que si votre sujet manque un peu de contraste ou je ne sais pas, même si votre sujet ne bouge pas énormément, vous voyez qu'ici il est statique, j'ai trouvé que j'avais parfois des hésitations dans la mise au point, une mise au point qui était parfois un peu imprécise en définitive. Et je me suis retrouvé, vous voyez par exemple avec cette photo-là qui n'est pas piquée, celle d'avant l'était et celle-là elle l'est pas. Et finalement ici, vous voyez, celle-là elle est bien et celle-là elle l'est pas. Celle-là elle est bien et celle-là elle l'est pas. Et ici, ça l'allait pas non plus. Donc même sur un sujet parfois qui bougeait très très peu, j'ai trouvé que, je sais pas, l'objectif avait parfois des hésitations et j'avais des images qui avaient une mise au point qui était loupée par la faute de l'objectif. Alors l'avantage de cet objectif, c'est disposer justement d'un mode macro qui vous permet un rapport de grossissement de 0,5. Ça vous permet de vous approcher très très près de tout un tas d'objets. Ici, cette petite statuette d'Halloween qui était vraiment toute petite, qui était minuscule, vous pouvez vous approcher, vous avez l'impression vraiment que c'est absolument énorme. On remarque ici le bokeh en forme d'œil de chat. Et donc vraiment, j'ai pu m'amuser, vous voyez, c'est un tout petit truc comme ça, avec quelques bonbons dedans, et on peut vraiment s'amuser. Et l'intérêt d'avoir ce mode macro, c'est justement de pouvoir faire des gros plans d'objets. Ici, je vous illustre ça avec un cadenas, parce que vous connaissez la taille d'un cadenas. Vous voyez, tout de suite, on est capable de remplir le cadre et de faire des photos qui sont vraiment très intéressantes. En termes de stabilisation, on est sur un objectif qui est stabilisé, elle marche plutôt bien. Ici, ici la stabilisation vient juste d'être enclenchée, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a bougé dans tous les sens, vous voyez. Et hop, quand j'enclenche la stabilisation, on voit clairement un boost de stabilisation qui est apporté par l'objectif et ça bouge quasiment plus. Alors ici, je suis à main levée, mais je ne me déplace pas. J'essaye juste d'avoir un plan fixe et franchement, ça marche plutôt bien. Ici, on voit que j'ai redésactivé la stabilisation. Par contre, lorsque j'ai fait des tests plutôt en mouvement, cette fois-ci, par exemple, dans une configuration de Vlog, puisque c'est un objectif qu'on va utiliser, par exemple, pour du Vlog, là, les résultats étaient un peu moins bons. J'ai trouvé que ça ne stabilise pas extrêmement bien. C'est plus limité que certaines autres optiques qui sont très, très bien stabilisées. Je parle, par exemple, du 85 mm f2, dont la stabilisation m'a bluffé. Ici, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément une stabilisation qui était du même calibre, qui, sans être mauvaise, n'est pas non plus exceptionnelle. En vidéo, ça fait très bien le boulot. Regardez ici sur un sujet qui se déplace vers moi. La mise au point suit bien, ça pompe pas. Ça peut avoir un tout petit peu d'hésitation, mais en vidéo, ça se voit très très peu. Et finalement, tous les plans vidéo que je lui ai demandé de faire, il les a fait sans problème. La seule limitation que je verrai, c'est en définitive si vous essayez de transitionner, vous voyez, entre quand l'objet est un peu loin et quand l'objet est très près en macro. Il ne faut pas aller trop vite, vous voyez, sur un sujet ici qui va extrêmement vite. Il est complètement perdu et il a un peu du mal à suivre. En termes de défauts optiques, j'ai trouvé que la distorsion était minime, c'est pas un problème. Le flair, c'est pas un problème, même si, je le répète, cet objectif n'est pas fourni avec un pare-soleil et c'est quand même dommage pour protéger la lentille.
En termes d'aberrations chromatiques, j'ai eu quelques aberrations chromatiques sur mes photos quand même, c'est quelque chose qui est à signaler. J'ai pas eu besoin de chercher énormément les aberrations chromatiques et de faire des tests. Sur certaines photos que je prenais au quotidien avec cet objectif-là, je voyais des aberrations chromatiques. Ici, clairement, je suis dans une arène et on a pas mal de vert. Je ne sais pas si ça passera dans la vidéo, mais j'ai pas mal de vert au niveau ici des bancs. Et j'ai aussi toutes les fenêtres, vous voyez, qui sont vertes. Donc là, je suis à 1.8, la plante ici, les grilles ici qui sont vertes et tous les petits carrés, je ne sais pas si ça passe bien, hein. Je vous le zoome encore plus, mais là on voit bien tous les pixels verts sur les fenêtres, etc. Alors ce n'est pas un problème rédhibitoire, ici je suis à 1.8, c'est extrêmement petit sur ma photo, mais si vous êtes un fou des aberrations chromatiques, sachez qu'à 1.8, vous allez en avoir. L'autre défaut optique que j'ai quand même pas mal trouvé avec ce 35 mm 1.8, c'est le vignettage. Le vignettage est extrêmement présent. Regardez sur cette photo-là, le vignettage, il est dingue. Il est dingue ici sur le côté en bas à gauche et il est aussi assez important dans le ciel. On va s'en rendre mieux compte avec cette scène-là. On est sur un mur qui est uniformément éclairé ici et en fait finalement il n'y a que le centre ici qui est bien blanc et regardez à quel point c'est noir ici dans les côtés. On a un vignettage qui est quasiment de 3 stops, donc c'est quand même un vignettage qui est considérable. Alors, vous voyez, le vignettage diminue. Dès que vous passez à F2, vous avez quand même moins de vignettage. On voit bien la différence entre les deux. Le centre est éclairé exactement de la même façon. Quand je passe à 2.8, j'ai encore un gain de vignettage qui est vraiment important. Vous voyez à quel point il faut quand même aller à 2.8 pour avoir quelque chose qui, en termes de vignettage, est beaucoup plus homogène. Et on en a encore jusqu'à F4, où là, enfin, on commence enfin à se débarrasser du vignettage, mais il aura fallu fermer jusqu'à F4. A noter que j'ai tourné plusieurs vidéos pour ma chaîne avec ce 35 mm 1.8 et qu'il a fait plutôt bien le job. Il n'y a pas eu de pompage dans les vidéos, l'autofocus a bien suivi. Vraiment, j'étais dans un cas comme ici, où je suis face caméra et il faut juste pouvoir assumer des mouvements un peu devant, un peu derrière. Finalement, dans ce cas-là, quelque part, le plus gros des défauts qu'il a, c'est qu'il fait un peu de bruit et ça peut être perturbant. Le micro peut capter le bruit. Alors, ce n'est pas un bruit qui est absolument immense, mais c'est vrai que ça fait plus de bruit peut-être que quand on s'attend à une optique silencieuse. Voilà, proposé à 549 €, je trouve que c'est une optique qui fait plutôt bien le job. Si vous cherchez en monture RF une optique avec une grande ouverture 1.8 sur un capteur plein format, ça va vous permettre en intérieur, dans les restaurants, dans les endroits qui sont sombres quelque part, d'éviter de monter dans les ISO. Vous avez cette capacité macro à faire des gros plans d'objets qui est vraiment sympa. Moi, c'est un objectif que j'utilise énormément justement parce que ça me permet de prendre des photos de détail et c'est des choses que j'aime plutôt bien. Moi, je trouve que quel que soit votre appareil photo, finalement, il va bien faire le job. Même sur un Canon R5, je trouve que le piqué suit plutôt bien. Alors, on a vu qu'il fallait fermer probablement un peu et qu'à 1.8, si je cherchais le meilleur des piquets sur un Canon R5, je ne l'aurais pas. Par contre, sur un Canon R6, dès 1.8, on a quelque chose qui est purement très très bon et qui remplit bien les 20 millions de pixels d'un Canon R6. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ce 35 mm 1.8? Est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce que vous en pensez après l'avoir utilisé? Dites tout ça à la communauté dans les commentaires. Retrouvez justement la communauté des propriétaires Canon hybrides sur le groupe Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!